Merci Madame la modératrice. Chers collègues, permettez-moi de vous présenter un résumé de notre travail intitulé « Incidence et qualité du dépistage du diabète cortico-induit dans le service de néphrologie de Marrakech ». En guise d'introduction, les glycocorticoïdes représentent le principal traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes. En dépit de leur efficacité thérapeutique, ces médicaments ont de nombreux effets secondaires dans le diabète cortico-induit. La fréquence et les facteurs de risque restent toutefois mal connus. Le dépistage, le traitement et la prévention revêtent des aspects semblables au diabète type 2. La surveillance de la glycémie s'impose dans les traitements au long cours. L'objectif principal de notre étude est d'évaluer rétrospectivement l'incidence du diabète cortico-induit dans une population de patients non diabétiques, suivis en néphrologie chez qui une corticothérapie a été introduite. L'objectif secondaire est d'évaluer les facteurs de risque de développer un diabète cortico-induit, la qualité du dépistage et de proposer un protocole de surveillance standardisé pour les cliniciens. Pour mener à bien notre travail, nous avons réalisé une étude rétrospective incluant tous les dossiers des patients hospitalisés dans notre formation du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 qui prenaient des corticoïdes ou chez qui une corticothérapie avait été instituée. Les critères d'inclusion étaient une glycémie à jeun supérieure à 7 mmol par litre datant de moins de 6 mois avant le début de la corticothérapie, un âge supérieur à 50 ans et une corticothérapie par voie générale. Les critères d'exclusion étaient une glycémie à jeun supérieure à 7 mmol par litre avant la mise en route de la corticothérapie, un antécédent de pathologie endocrinienne susceptible d'engendrer un diabète et l'introduction concomitante d'un autre traitement potentiellement diabétogène, notamment les oestrogènes. Nos résultats sont comme suit. Dans notre étude, 70 patients ont été inclus, avec une moyenne d'âge général de 40 ans et une prédominance féminine estimée à 57%. Tous les patients corticotraités suivis dans notre formation souffraient de pathologies variables, mais les plus fréquemment rencontrés dans notre étude étaient la néphropathie lupique, suivie par l'HSF et la LGM. Concernant la corticothérapie a été prise sur une durée avec des extrêmes allant de 1 mois à 2 ans. 46 patients ont reçu une corticothérapie orale à base de prednisone, alors que 24 patients ont reçu une corticothérapie orale précédée par des bolus de méthylprednisolone. Parmi les 70 malades inclus dans notre étude, 7 ont développé un diabète, soit une incidence de 10%, 5 femmes et 2 hommes, avec une moyenne d'âge général de 48 ans. La médiane du délai d'apparition était de 5 mois sans grand écart entre les deux sexes, et la dose journalière moyenne de prednisone au diagnostic du diabète était de 21 mg par jour. Au sein du groupe des patients diabétiques, la survenue précoce était significativement plus fréquente chez les patients avec plus de facteurs de risque et dont la corticothérapie a été initiée à forte dose, avec une dose moyenne de 40 mg chez les DCI précoces et de 25 mg chez les DCI tardifs. Une comparaison entre le groupe de patients diabétiques et ceux restés normoglycémiques a été effectuée, montrant que l'âge élevé est le principal facteur de risque. La durée moyenne de suivi était de 280 jours. 2 glycémies de contrôle ont été réalisées en moyenne par patient, soit une glycémie tous les 4 mois. 5 patients ont reçu une insulinothérapie. 2 patients ont été traités par régime seul, sans recours aux antidiabétiques oraux. Tous les patients ont normalisé leur glycémie à jeun avec une moyenne de 1 g par décilitre. À présent, nous allons discuter nos résultats. Comme déjà mentionné, la plupart de nos patients étaient des adultes jeunes avec une nette prédominance féminine concordant avec les données de la littérature. L'incidence retrouvée dans notre étude est majoritairement proche de celle rapportée dans la littérature, notamment l'expérience du service de médecine interne de Marrakech, celle du service d'endocrinologie de Casablanca et une autre étude française. Le délai d'apparition dans notre étude était de 5 mois, pas très concordant avec les données de la littérature où la majorité des patients ont développé un diabète 3 à 4 mois après le début de la corticothérapie. La survenue précoce était significativement plus fréquente chez les patients avec plus de facteurs de risque et dont la corticothérapie a été initiée à forte dose, conformément aux données de la littérature où le diabète cortico-induit est dose dépendant. La survenue du diabète semble dépendante de l'âge dans notre étude. D'autres études rajoutent l'IMC élevé, l'antécédent familial de diabète type 2, un syndrome métabolique, une dose quotidienne médiane de glycocorticoïdes élevée. La qualité du dépistage a été appréciée par le nombre de glycémies réalisées durant la période de suivi. Dans notre étude, de glycémies ont été réalisées en moyenne par patient. Ce résultat est satisfaisant, mais le fait que 11% des malades analysés n'ont eu aucune détermination de la glycémie montre que ce problème est imparfaitement pris en compte, raison pour laquelle il nous a paru intéressant de proposer un protocole de surveillance standardisée pour les cliniciens qui est le suivant. Après la première semaine, mesure d'une glycémie postprandiale, notamment celle du déjeuner. Si celle-ci est supérieure à 2 g par litre à plus de 2 reprises, le diagnostic peut être posé. Ceci permettrait de dépister les patients les plus à risque de développer un diabète cortico-induit. À partir de la 4e semaine, surveillance mensuelle de la glycémie à jeun pendant 1 an. Et après 1 an, les délais de survenue étant très variables, il serait préférable d'adapter le rythme de surveillance en fonction du nombre de facteurs de risque de développer un diabète cortico-induit trimestriel
semestriels, voire annuels. Donc, en conclusion, les glycocorticoïdes ont constitué sans aucun doute l'une des avancées majeures de la thérapeutique médicale du siècle dernier. Le diabète cortico-induit est l'une des principales complications dont l'incidence est relativement élevée. L'âge élevé représente le facteur de risque principal. La survenue précoce est dose dépendante. La survenue plus tardive est possible, d'où l'intérêt de maintenir la surveillance. Et merci.